sortie d'abord du chef de l'État, nous avons pu constater que depuis un certain temps, la République démocratique du Congo a pu revêtir d'une nouvelle robe. Sur le plan national et international, nous avons vu que les sorties du chef de l'État ont apporté plus en notre pays. Ce qui nous a même fallu depuis plusieurs années, la venue du roi belge qui est venu visiter le Congo, valoriser et pourquoi pas remettre la dent de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, que nous continuons toujours à pleurer jusqu'à ces jours, chose qui n'a pas pu se faire durant plusieurs années, mais grâce à l'esprit diplomatique de notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons vu que le monde entier est en train de tirer vraiment une attention particulière à notre pays. Nous avons parlé aussi de la réussite de la gratuité de l'enseignement, chose qui était presque comme un rêve, mais nous avons bien constaté que cela fait déjà 3 ans que nos enfants continuent à étudier normalement sans payer les frais. C'était presque impossible. Nous avons vu des agitations par-ci par-là. Coup de chapeau à notre président parce que réellement il a pu réaliser le vœu de tous les parents. Aujourd'hui, en tant que parents, nous nous sentons un peu trop soulagés par la gratuité de l'enseignement. Nous avons le projet des 145 territoires depuis que le Congo qu'on a connu sous le Congo, Zaïre Congo. Ce projet était sujet qui n'a jamais eu de réalisation. Mais aujourd'hui, même, on peut parler de projet de 145 territoires qui va aider notre pays à se développer. Surtout, depuis un certain temps, nous avons vu l'exode urbain, l'exode rural. Il y a beaucoup de gens qui quittent les villages pour venir dans les grandes villes et je pense que avec ce projet du chef de l'État, un projet génial de 145 territoires va aider notre pays à se développer plus rapidement et attirer de l'intérêt aussi dans l'intérieur de notre pays. Nous avons parlé aussi des organisations des élections. Notre chef de l'État nous avait promis qu'il y aura élection et la CENI a confirmé. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les gens enflués pour aller se trouver une place au niveau de la CENI, c'est-à-dire que les élections est bel et bien une réalité. Et 2023, le chef de l'État, le président de la République, est vraiment décidé à amener cette population aux élections libres et démocratiques telles qu'il a présentées depuis le début de son mandat. Sur le plan social, nous avons le projet de Kanyama KCC. Ce projet qui a pu stabiliser le prix de la farine. Nous avons constaté depuis son accession à l'indépendance et au pouvoir, quelles que soient les saisons, la farine est restée stable. Donc le prix qui varie autour de 10 $, alors qu'avant que le chef de l'État puisse accéder à la gestion des choses, on pouvait payer un sac de farine à 32 $. Mais le projet génial qu'il a pu mettre sur place a pas seulement aider le social de la population, il a pu aussi donner de l'emploi à ceux qu'on appelait Kuruna, qui sont en train d'être vraiment bien occupés. Vraiment un coup de chapeau que le chef de l'État a pu réaliser. Plus précisément dans la ville de Kinshasa, on peut se promener sans crainte d'être attaqué, alors que il n'y a pas longtemps que si tu es là-bas, même les bijoux, les plantes, les perruques, ça ne tenait plus. Il y avait tellement de chégués, il y avait tellement de bandits. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a pu rétablir le calme avec le projet Kanyama KCC qui a pu donner de l'emploi à plusieurs jeunes et pourquoi pas avoir comme répercussion. Aujourd'hui, nous avons les cantines des militaires qui sont ouvertes et les militaires peuvent se procurer des denrées alimentaires à des prix très abordables et plus favorisés. Donc c'est une façon aussi
que les chefs de l'État a pu faire pour réussir le plan social. Nous avons aussi constaté que le PNB de notre pays vraiment a bien évolué et aujourd'hui on peut se dire qu'un Congolais peut aller jusqu'à 7 dollars par habitant, donc 7 dollars par jour. Donc c'est quelque chose qu'on pouvait voir d'utopie de 2,4 à 6,8 à ce jour. Donc l'économie vraiment est en train de battre son plein. C'est une bonne chose qu'on est en train d'encourager dans les actions du chef de l'État. Nous avons assisté à la modernisation de certaines villes. À Kinshasa, nous avons vu des grandes routes qui ont été réaménagées. Ici, chez nous, nous avons vu Kasumbale, Sasakanya, Kasumbale, Samukambo, qui ont été réhabilités et on peut vraiment se déplacer facilement. Il y a l'intérieur aussi, là où le chef de l'État n'a pas baissé les mains. Il est toujours en train de réhabiliter nos infrastructures, nos routes, les bâtiments. Et avec le projet qu'on est en train d'assister au niveau de l'échangeur délimité, c'est vraiment un dossier qui avait commencé depuis le temps de Mobutu, mais qui est en train de reprendre vie aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de la revêtir de sa plus belle robe. Nous sommes en train d'encourager les chefs de l'État et nous pensons que le Congo sera vraiment un paradis pour les siècles à venir. Nous avons aussi vu la valorisation. En tant que femme, je ne pouvais pas m'exprimer sans pour autant promouvoir la valeur que le chef de l'État a pu donner à la femme. Nous avons vu des institutions très importantes être dirigées par des femmes, prendre vraiment la gestion des grandes entreprises, ce qui était vraiment un peu négligé dans le passé puisque la femme était souvent soumise à des institutions telles que les organisations des femmes, femmes et familles. Donc tu vois des structures là pas vraiment très importantes, mais aujourd'hui on a vu que la femme vraiment a été valorisée, quand bien même la quantité est encore à débattre, mais les postes clés sont devenus aussi accessibles à la femme. Et l'événement de ce jour aussi, avant d'y arriver, on va parler aussi de l'agression de l'Est. Nous avons vu que les chefs de l'État s'est vraiment investi à la grande marche qui a été organisée. La SFD n'est pas restée en lice. On s'est aussi présenté pour soutenir nos FARDC d'une manière. La guerre a pris une autre forme et nous pensons, selon la confirmation du chef de l'État, que cette guerre va prendre fin puisque nous sommes en train de chuter et les choses sérieuses sont en train de commencer pour amener une paix durable à notre pays. Nous n'allons pas terminer sans pour autant parler de la sortie médiatique de M. Kabound, qui est un non-événement pour nous en tant que membre de l'UDPS, moi en tant que président de l'ASFD. Je trouve que c'est seulement par manque de maturité, mais pour nous c'est un non-événement et je pense qu'à la longue il pourra revenir à la raison puisqu'il est toujours un fils de maison. J'ai dit et je vous remercie. Merci Madame pour cette occasion. Joël Chaïda, Dynamique Radio-Télévision. J'ai une question par rapport au volet élection. Vous l'avez souligné dans votre intervention. Le chef de l'État, comme il avait promis, il est en train de le réaliser. Bientôt, la CENI va lancer l'opération d'enrôlement des électeurs. Alors je voudrais un peu poser une question en tant que politique, puisque vous êtes aussi dans la politique. Quel serait le rôle et la place d'un parti politique pour sensibiliser les militants à pouvoir s'enrôler, vu que c'est pour le mois d'octobre? Et aussi, il y a la nouvelle loi électorale qui a été votée à l'Assemblée. Qu'est-ce que le parti politique et les associations doivent faire pour vulgariser cette nouvelle loi électorale et sensibiliser la population quant à l'opération d'enrôlement?
Nous savons toujours que notre pays est parmi les pays qu'on peut dire démocratiques et la population n'est pas à son première expérience. Nous allons affronter presque 4e élection après les 3 précédents. Donc notre population n'est pas immature. Nous savons que nous avons pu voter la population a pu voter dans les années antérieures, mais ça n'a pas été un succès. Et selon la loi qui a été votée, moi je trouve que c'est la meilleure des choses, puisque dans le temps, la population s'attendait à recevoir des cadeaux de part des politiciens pour leur donner des voix, des faveurs par-ci par-là. Mais ce qui est mieux pour notre pays, c'est que nous devons révolutionner notre politique. Nous ne devons pas choisir les candidats sur base des sentiments, mais nous devons choisir des gens qui sont responsables, compétents et qui peuvent apporter des solutions tant attendues à notre population. Nous avons vu que les gens étaient habitués à recevoir des polos, des farines, des cadeaux divers, mais cela ne nous a pas amené à une évolution, puisque on était en train de voter des gens qui pouvaient avoir des moyens, mais qui ne pouvaient pas donner la solution tant attendue à cette population. Alors je pense qu'avec la nouvelle loi qui a été votée, les choses vont changer, et si quelqu'un peut être élu à la tête donc au niveau de l'Assemblée, c'est quelqu'un qui a un projet qui peut convaincre la population. Cela ne va pas se faire seulement au niveau national, même au niveau provincial, même dans des localités. Et vous voyez, avec le projet des 145 territoires, cela ça va aussi faciliter les choses, puisque même l'intérieur aura l'occasion de connaître le pourquoi des élections, puisqu'il y a des gens qui allaient voter sans pour autant savoir ce qu'ils sont en train de faire. S'il y a peut-être des difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est parce que la population a mal voté. Nous avons vu dans notre cas les chefs de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait beaucoup de difficultés de s'installer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une majorité présidentielle contre une majorité parlementaire qui était directement opposée. C'est-à-dire l'opposition avait pris la présidence, mais l'ancienne présidence a pris presque l'Assemblée, ce qui a fait que nous avons eu des difficultés, mais grâce à l'intelligence et la sagesse du chef de l'État, il a pu vraiment mettre tout le monde sous un même cieux et trouver des accords qui sont vraiment encourageants pour notre pays. Tout à l'heure, en chutant, vous avez parlé de Jean-Marc Kabound, sa sortie médiatique comme étant un non-événement. Est-ce que vous n'avez pas peur de voir Jean-Marc Kabound aujourd'hui, qui a mis sur pied son propre parti politique et il est devenu opposant farouche au régime en place, au risque de les voir coaliser avec d'autres opposants à Félix Tshisekedi et le renverser en 2023? Et aussi, vous avez parlé qu'il peut revenir comme étant un fils de la maison. Par quel mécanisme? Parce que Jean-Marc Kabound a été tout simplement radié du parti. Pour la première question, je dirais ceci: ce n'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un, donc un président de l'UDPS se rébeller. Je peux dire que c'est la énième fois. Vous voyez, l'UDPS c'est un parti de masse. Et quand quelqu'un est en train d'assumer la présidence, ce chaleur-là qui est en train de l'encadrer peut le perdre. C'est ainsi que vous verrez que si quelqu'un est en train de quitter la présidence de l'UDPS, il a toujours tendance à se voir supérieur et prétendre réussir en dehors de l'UDPS. Nous avons vu l'exemple de Bruno Tshibala, nous avons vu l'exemple de Badi Banga, nous avons vu tant d'autres qui sont sortis de l'UDPS. Mais aujourd'hui, ils ont leur parti politique. Et c'est pour vous dire que tous ces partis politiques aujourd'hui n'ont pas vraiment assez des membres pour
rivaliser avec l'UDPS. Donc si aujourd'hui il arrive aussi que M. Kabound puisse créer son parti politique, ça ne va pas faire peur à l'UDPS parce que nous sommes habitués à ce climat. L'UDPS, c'est un état d'esprit, comme on le dit toujours. Donc on peut changer les gens, mais l'état d'esprit reste le même. C'est-à-dire l'idéal que nous avons reste le même. Quand je dis bien, je réponds à la deuxième question pour te dire qu'il a été éradié de l'UDPS. Cela n'empêche pas qu'il peut toujours revenir et commencer à ensemble coaliser avec l'UDPS comme membre. Donc ce n'est pas dire que si quelqu'un est chassé de l'UDPS, il ne peut pas venir. Il peut toujours revenir. S'il s'humilie, on va toujours l'accueillir parce que je dis, c'est notre frère. On a cheminé avec lui pendant longtemps. Donc les enfants prodigues, s'ils rentrent à la maison, on les accueille toujours. Réunion Kabonga pour l'école de dynamique télévision. Madame, vous venez à peine de peindre le tableau de toutes les actions menées et réalisées par le président Félix Tshisekedi pendant les 3 ans qu'il a déjà passé au pouvoir. En vous entendant parler, on a comme l'impression que son bilan n'est pas tout à fait mitigé. Alors si cela est le cas, pourquoi n'est-il pas le temps pour lui de peut-être laisser la place aux autres afin de pouvoir prendre la responsabilité à diriger ces pays si tout est parfait de son côté? Merci. Comme on le dit toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, comme je vous l'ai dit, il y a plus de bien dans ce gouvernement avec notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors pourquoi pouvez-vous suggérer qu'il puisse arrêter le pouvoir? Parce que je pense que si, avec 3 ans d'action, nous avons pu réaliser ce qu'on n'a pas pu faire dans 18 ans. Imaginez s'il arrivait à faire 10 ans au pouvoir. Je pense que les choses seront plus meilleures qu'aujourd'hui. Et j'ai l'assurance que si il a pu travailler avec une majorité parlementaire qui n'est pas sienne, mais dans son deuxième mandat, je sais qu'il va travailler avec une majorité parlementaire qui sera sien et cela va lui permettre de mieux travailler et avancer avec ses idées. Si nous n'avons pas eu un président aussi intelligent, aussi posé, aussi vraiment rodé dans les affaires des politiques, on devait s'attendre à des catastrophes. Mais malgré toutes les attentes, tout le monde est surpris parce que le chef de l'État a pu faire. Et cela est en train de nous donner vraiment l'espoir pour un avenir meilleur pour ce grand Congo. La parole à la Trésor Massanga pour les comptes de Bogota. Vous avez eu à peine les tableaux de la République démocratique du Congo, 3 ans après l'accession de Félix Antoine Tshisekedi du pouvoir. Moi, j'aimerais beaucoup plus m'atteler sur la loi électorale qui a été promulguée par le président de la République. Dans les contenus de cette loi, dans ces articles que peut-être je ne maîtrise pas certains articles, mais l'on donne la possibilité à cette représentativité de la femme. Vous, en tant que femme leader, vous êtes aujourd'hui présidente de l'ACFD. Quelles sont les stratégies que vous avez déjà mises en place? Lesquelles de ces stratégies permettront à ce qu'il y ait une forte représentativité des femmes? Parce que lorsque nous regardons aujourd'hui la plupart des femmes, ce sont celles-là qui sont suiveurs des hommes et non les femmes qui créent, ou sorte qui sont leaders aussi, qui peuvent être au-dessus des hommes. Voilà un peu ma petite préoccupation. Et autre chose, l'ACFD, une association qui soutient les actions du président de la République, aujourd'hui, bon nombre de personnes penseraient que ce soutien serait un slogan créé de la part de votre association. Aucune activité, aucune action qui cadre avec cet accompagnement des actions du président de la République, mais ça reste juste un slogan que vous êtes en train de prononcer de temps en temps. Aucune des réunions que vous tenez, aucune des activités, des grands axes que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup pour la question. On va commencer par la première. Nous allons parler de la représentativité de la femme. Comme on vous le dit, on le dit chaque fois, nous sommes en train de sensibiliser la femme. Je l'ai toujours dit, le Congo a eu à privilégier au départ les hommes et les hommes ont eu les moyens pour s'imposer
dans la politique, étant donné que la politique au Congo était en train de marcher directement avec les moyens. On vient de parler des élections. Vous savez bien que pour gagner les élections, il fallait mettre les moyens en jeu, il fallait vraiment miser sur sa popularité, alors que la femme congolaise n'était pas vraiment très active dans les choses de l'État. La femme congolaise ne participait pas aux grandes actions de ce pays, ce qui a fait que normalement la femme devait toujours être en nombre réduit. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment des femmes instruites, des femmes dynamiques, des femmes qui peuvent réussir d'elles-mêmes, quand bien même qu'il y a beaucoup de femmes qui sont suiveurs. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre selon le thème de cette année. Vous savez que c'était l'autonomisation de la femme. Donc la femme doit être responsable, capable de prendre elle-même ses décisions et d'affronter l'homme. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais nous voyons qu'il y a vraiment des femmes aujourd'hui par rapport au temps passé, des femmes qui sont en train de s'élever, des femmes qui sont en train de travailler, des femmes qui sont en train de s'exprimer, des femmes qui sont en train de donner de la valeur à la femme. Donc je ne peux pas dire que nous sommes découragés, nous ne sommes pas découragés, nous sommes fortes, nous avançons et nous pensons que comme on a parlé d'exprimer ces idées, les femmes aujourd'hui, nous avons des femmes intellectuelles qui sont capables de convaincre la masse et de remporter. Nous savons que ce n'est pas facile, mais en tant que femme, je suis convaincue que nous allons vraiment battre un record. Je pense, comme je l'ai toujours dit, si on peut toujours aussi associer les chefs de l'État dans cette action, nous aurons préféré qu'on puisse statuer sur les critères sexes, c'est-à-dire que lors des élections, qu'on prenne 50% des meilleures femmes et 50% des meilleurs hommes. Cela va aider aussi à renchérir l'idée du chef de l'État qui est toujours en train de parler sur la parité. Et ce que nous nous attendons, c'est une façon vraiment très facile pour notre pays d'accéder à cette parité. Concernant la deuxième question, l'ASFD, comme c'est une structure qui soutient les actions des chefs de l'État. Et en soutenant les actions des chefs de l'État, nous avons toujours des sorties médiatiques et pour le dire, je ne peux pas encore y revenir. Je pense que votre agenda est bien chargé avec nos sorties. Chaque fois que nous faisons des sorties, on fait appel à des médias. Nous sommes en train de soutenir les actions du chef de l'État. Nous voyons Félix-Antoine Tshisekedi, ce qu'il est en train de faire en tant que président de la République. Et nous aidons à vulgariser, répandre les actions au niveau de l'intérieur. Si vous dites, vous entendez bien ASFD, les actions du chef de l'État au niveau de la périphérie. Nous devons montrer les actions du chef de l'État au niveau de la périphérie. Comme on est en train de les faire en ce jour, nous sommes en train de prouver de quoi est capable le chef que la population a élu et ce qu'il est en train de faire pour cette population. Soutenir les actions du chef de l'État. Donc nous soutenons les actions du chef de l'État. Ce sont les actions du chef de l'État qu'on doit vraiment promouvoir afin que la population puisse connaître le bienfait de celui qui a été élu. Badibamba, pour le moment des dynamiques de télévision, j'ai au moins 3 questions à poser. D'abord, je vais commencer par la question la plus facile. C'est aujourd'hui j'ai appris que non, Madame Catherine est devenue évêque. Peut-être dans les prochains jours, on va assister à une grande cérémonie. Comment vous allez le faire, évêque, politique? Comment vous allez combiner ces deux casquettes? Est-ce que ça sera facile pour vous d'être en même temps femme qui s'intéresse beaucoup aux affaires de Dieu, aussi aux affaires politiques? La deuxième question, c'est qu'on a beaucoup assisté à beaucoup d'événements, des lieux sacrés dans la province. Catherine Kachamakolila, toujours absente, soit en voyage, soit elle est là occupée
Est-ce que je peux comprendre quelles sont les relations que vous partagez avec d'autres membres de l'Union sacrée en province? Parce que je n'ai jamais assisté, je n'ai jamais vu Catherine Kachamakolila au sein de l'Union sacrée au Katanga, dirigée par Kiaboula, ou bien vous avez toujours des problèmes avec celui qui dirige l'Union sacrée en province? La troisième question, la plus peut-être difficile, on a toujours assisté dans ces pays, sur le plan politique, quand j'étais avec Catherine, je prends un autre positionnement, c'est toujours des arrestations, peut-être d'autres vont se retrouver en exil, des réfugiés. Est-ce qu'un jour, on doit aussi s'attendre à une grande arrestation de Jean-Marc Kabound, parce que vous avez dit que c'est un événement, il a qualifié le président d'être un danger pour la République. Merci beaucoup. Je vais commencer par répondre à la première question. J'ai changé d'identité. On m'appelait honorable Catherine Kandjama. Maintenant, on va m'appeler évêque honorable. Vous savez, moi j'ai toujours dit les spirituels précèdent les matériels. Et la première interview que j'ai eu à faire sur les antennes, j'avais dit, je suis une servante de Dieu. Je suis une prophétesse. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi, parce que toute ma vie, j'ai toujours servi Dieu. Et s'il a plu à Dieu de m'élever à un certain niveau, nous le rendons grâce, parce que je dis toujours, le temps de Dieu est arrivé. Et quand le temps de Dieu est arrivé, nous devons nous plier à sa volonté. Cela ne peut pas m'empêcher de faire la politique, puisque de tous les temps, j'ai toujours servi Dieu et j'ai fait ma politique. Nous avons vu dans la Bible le roi David, que nous tous, nous sommes en train de lire ces versets, surtout dans Psaume, qui est en train de nous reconfronter du jour au lendemain. Le roi David, il était roi, mais il était un serviteur de l'Éternel. Nous avons vu Jacob. Jacob était, Joseph plutôt, Joseph était un premier ministre, mais malgré ça, il était aussi un serviteur de Dieu. Donc cela n'empêche pas quelqu'un qui prie de servir Dieu, puisqu'on a le temps pour Dieu et on a le temps pour le travail. Et comme on le dit toujours, pour mieux travailler, il faut aussi y associer la spiritualité, puisque sur le plan spirituel, Dieu doit guider notre travail. Comme l'a dit mon président de la République, il a consacré le Congo dans les mains de Dieu. Donc il a reconnu que pour qu'il puisse bien gérer ce pays, il doit gérer le pays en tant que chrétien. Donc, si moi je suis chrétienne, je trouve que je suis vraiment dans une bonne position pour amener ce pays à bon port. Nous avons besoin des gens qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui peuvent servir ce pays, pas pour leurs propres intérêts, mais pour l'intérêt de toute la nation, tout en respectant la parole de Dieu. Et quelqu'un qui est dans la parole de Dieu ne peut jamais accepter que la population puisse souffrir. Quelqu'un qui est dans la parole de Dieu ne peut jamais accepter de tuer sa population qu'il est en train de diriger. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, comme vous le voyez, les Américains aujourd'hui sont prospères. Parce que quand ils sont en train de prêter leur serment, ils prêtent leur serment sur base de la Bible. Et quand vous prenez la Bible comme votre cheval de bataille, sachez que la réussite est de votre côté. Quelque part, par ricochet, je peux dire, si peut-être le Congo a eu des difficultés, il y a eu un moment où l'ancien président Mobutu avait dit, s'il faut faire un pacte avec Satan, nous ne savons pas si peut-être il a fait le pacte avec Satan pour que le Congo puisse être un pays riche, béni, qui a beaucoup de matières premières, qui peut vraiment vivre comme un paradis, souffrir parce que le Congo a été sacrifié à Satan, de se développer avec le coltan du Congo, alors que nous-mêmes, le Congolais, nous n'en sommes pas bénéficiaires. On dit que le Rwanda est le premier producteur du coltan, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'on est en train d'extraire le coltan là-bas? Non.
Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi est-ce que nos richesses, tantôt c'est le Katanga qui est en train de vendre ses richesses à l'extérieur, nous restons avec nos trous ici, mais les richesses sont en train de partir pour enrichir les autres pays. Qu'est-ce qui nous arrive? Mais sur le plan spirituel, nous devons nous dire que peut-être notre pays a été maudit parce que nous nous reposons sur la richesse, mais nous ne sommes pas en train de profiter de cette richesse. La richesse que Dieu nous a donnée ne nous sert pas. Donc, il est mieux pour notre pays qu'il soit dirigé par des chrétiens parce qu'ils peuvent susciter la bonté de Dieu pour que la bénédiction puisse revenir à notre pays et pour notre population. La deuxième question concernant l'union sacrée. Je suis membre effectif de l'union sacrée et les réunions, je peux ou ne pas être là. Ce n'est pas dire que je suis en train de me désengager. Non, nous avons tous un même intérêt, soutenir les actions du chef de l'État. Nous soutenons le président de la République dans ses activités, dans ses projets. De loin ou de près, nous sommes ensemble avec le chef de l'État. Quand bien même, je suis convaincu, moi personnellement, que le gouverneur de la province n'est pas en train d'œuvrer pour les intérêts du chef de l'État. Moi, en tant que chrétienne, si je vois le mal, je dois dénoncer. Et si je dénonce, et que pour d'autres, ça se trouve que c'est un peu gênant, tout le monde peut les prendre de sa manière, mais je préfère être droit et être dans la vérité que chercher à m'attirer la sympathie de quelqu'un qui n'est pas franc avec lui-même. Moi, je dis ce que moi je vois et je dis ce que moi je peux trouver de juste. Donc, il n'y a rien à dire qu'il y a des dents contre le gouverneur de province. Mais quand le gouverneur de province est en train d'échouer, je dois dire qu'il est en train d'échouer. Dernièrement, je suis passé sur les chaînes pour décrier, après une réunion tenue par le gouverneur de province, pour dire que le prix de carburant devait revenir à 2495. Lui-même, dans sa propre station, il a mis à 3000 francs. C'est pour dire qu'il est en train de combattre directement les chefs de l'État. On dit toujours que tout sourire n'est pas sourire. Il peut avoir une autre face devant les chefs de l'État, mais en réalité, en lui, il n'est pas avec les chefs de l'État. Et si moi je le constate, je dois les dénoncer. Et si je ne trouve pas que c'est opportun de participer dans les réunions, cela n'empêche pas l'ASFD d'évoluer normalement. Je suis dans un pays démocratique et si j'ai une idée, je dois m'exprimer d'une manière libre parce que j'ai tous mes droits en tant que Congolaise. Je dois être libre. Je suis en train d'assister l'union sacrée, mais je ne suis pas obligée d'être là à tout moment. Et vous savez, j'ai d'autres occupations. Moi, j'ai toujours dit, je suis une femme qui a réussi, pas avec l'argent du gouvernement. Mes mains sont propres, comme le disait le président Félix Antoine Tshisekedi quand il accédait au pouvoir. Mes mains sont propres. Je n'ai jamais volé l'argent du gouvernement. Je n'ai jamais eu à détourner quelque chose de ce gouvernement. Et si je suis en train de mettre mes moyens pour soutenir le chef de l'État, jamais vous ne me verrez aller vraiment m'humilier là devant les cabinets du président pour demander de l'aide ou quoi que ce soit. Je le fais parce que j'aime mon pays. C'est pourquoi je l'ai fait avec mes propres moyens. Je n'ai pas de subsistance. Il y a d'autres gens qui peuvent voir le mal, mais ils sont en train de refuser de dénoncer parce qu'ils savent que peut-être le gouverneur va leur ôter certains privilèges. Moi, je ne suis pas là pour cajoler les gens. Je ne suis pas là pour m'humilier devant les gens. Je me suis déjà humilié devant mon Dieu. Je trouve que c'est assez. Et je trouve que si je dois être béni, je dois être béni par Dieu. Je dois être béni par le ciel, mais pas par un homme. Mais Dieu peut utiliser un homme pour ma bénédiction, mais je ne serai pas béni par un homme. Alors, sur ce point, je ne veux pas vraiment trop polémiquer. Je suis de l'Union sacrée, je suis membre de l'UDPS et je soutiens le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous dites quelle est ma position face à cette sortie médiatique de Kabound. Aussi, il y aura des arrestations. Écoute, nous sommes dans un pays de droit.
Et le chef de l'État n'arrête personne. Ceux qui arrêtent des gens, c'est la justice. Le pouvoir judiciaire est libre. Je dois vraiment faire comprendre à la population que nous avons 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif qui est en train de chapeauter le chef de l'État. Il est magistrat suprême, il n'intervient qu'en dernier ressort. Mais sinon, celui qui arrête, ce n'est pas le président, c'est la justice. S'il se fait qu'on trouve, par exemple, M. Kabound avec certaines infractions, là, c'est la justice qui fait son travail. Nous avons assisté à l'arrestation de Vital Kamerhe. Il est sorti de prison après 2 ou 3 ans. Mais il n'a rien dit de mal sur le chef de l'État. Quelque part, peut-être sa conscience, il était conscient que non, il avait mal agi et la justice avait fait son travail. Et si aujourd'hui, la justice devait arrêter telle ou telle autre personne, si tu peux parler de M. Kabound, parce qu'il y a une infraction. Oui, s'il y a une infraction, il y a une infraction. Vous venez de mentionner quelque chose qui a fait atteinte à l'autorité du chef de l'État. C'est une infraction. Et si la justice peut se saisir d'office de cette infraction-là, tu ne vas pas me dire qu'on est en train de faire la chasse à l'homme. Moi, quand je passe sur les antennes, je dois savoir ce que je dois dire. Je dois dénoncer les mal, mais je ne dois pas insulter les gens. Je ne dois pas minimiser les gens. Je ne dois pas diminuer l'autorité de quelqu'un, mais s'il y a le mal, on les dénonce. Donc, si lui, dans ce discours, on trouve qu'il n'y a rien de mal qui a été dit, coup de chapeau. Et si on trouve qu'il y a des infractions, un juriste, en tant que juriste, un magistrat, on dit en droit qu'il se saisit d'office de l'infraction. S'il trouve qu'il y a infraction, il doit se saisir et il doit l'interpeller et il doit répondre de ses faits. C'est ça qu'on parle dans notre pays, un état de droit. Donc, apprenez à dissocier le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire. Quand on parle de la justice, on ne voit pas les chefs de l'État, on voit ceux qui sont censés dire le droit. Quand on parle de l'exécutif, on voit les chefs de l'État parce qu'il est le numéro 1. Et de ce fait, nous allons départager ces 2 domaines et notre pays, ces 2 institutions plutôt, et notre pays va bien évoluer. Là, le problème se trouve dans la tête des Congolais. Et partout ailleurs, vous n'allez pas trouver cette différence puisque les gens connaissent d'office que le pouvoir judiciaire est différent du pouvoir exécutif et différent du pouvoir législatif. Il faut que la population puisse être bien informée à ce sujet. Je voulais bien répondre. Je pense que la dernière volée, la question de Dynamique TV, qui a parlé du positionnement, je vais d'abord revenir en arrière. Je dis que j'ai réussi sans avoir dirigé quoi que ce soit dans ce pays. Pour votre information, j'ai au moins 30 ans dans ce que j'ai fait comme business. J'avais commencé à 17 ans. Ceux qui sont à la frontière, ceux qui ont un peu duré là-bas, j'allais là-bas, j'avais 17 ans. Et tout le monde pouvait m'appeler étudiante parce que j'allais avec ma carte d'étudiante pour faire le petit commerce. Et comme la vie sourit souvent aux courageux, j'ai commencé il y a 30 ans et je n'ai même pas atteint $1 million. Mais il y a des gens qui ont fait 3 mois, qui ont des millions de dollars. Mais le peu de courage qu'on a en tant que femme, on m'a posé une question. Comment les femmes, vous n'évoluez pas? Je vais d'abord rencontrer et donner les difficultés. Nous, en tant que femmes, nous rencontrons sur ce que nous sommes en train de faire comme travail. On parle souvent de l'harcèlement sexuel. On peut bien l'entendre. Mais vous ne le vivez pas. Et c'est une réalité. Pour réussir dans la vie, pour une femme, ce n'est pas facile. Tu peux juste travailler, mais on arrête tes histoires sans aucune infraction pour juste te décourager. Dieu merci, parce que Dieu s'occupe toujours de ces cas-là. Malgré ça, vous entendez des cas de viol.
Beaucoup de commerçantes qui travaillent, des fois ils sont victimes des cas de viol, mais les gens ne veulent pas s'exprimer pour garder leur dignité. La femme, elle est d'abord femme, puisqu'elle est mère, telle que je suis ici. Je suis mère. Pour travailler en tant que mère et faire les business, ça n'a jamais été facile. Puisque quand les autres femmes peuvent se mettre à la maison en train de garder leur grossesse, moi j'étais en train de me promener à travers les bus, les camions, avec une grossesse à terme, et voire même accoucher en route. Pourquoi? Parce qu'on devait chercher la survie de nos enfants. On pouvait voyager avec des bébés de 3 semaines pour chercher cette fille. Malgré cela, on pourra arriver quelque part. Il y a un gouverneur qui se lève un jour, puisque tu es en train de soutenir un président de la République, il va détruire tout ce que tu as pu construire comme image, tout ce qui peut y avoir comme souvenir de ta jeunesse, tout ce qui peut y avoir comme le prix de tes sueurs. Tu es en train de détruire. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Et si on voit que tu es en train de travailler, en train d'évoluer, d'abord, je suis parmi les rares femmes qui créent de l'emploi. Puisque la société n'est pas là pour me donner seulement à manger. Il y a des travailleurs, il y a des gens qui sont des familles qui sont nourries dans ce travail. Il y a donc je suis en train, d'une manière ou une autre, je suis en train d'épauler notre pays. Il y a des multimilliardaires, mais qui prennent de l'argent, qui mettent dans le banque. Et cet argent ne profite même pas aux Congolais. Mais nous, les peu qu'on a, on se permet de servir même la population, de diminuer même le chômage. Au lieu que cette population puisse nous encourager, tout le monde se prend pour n'importe qui. Si aujourd'hui je suis en train de travailler, comme je dis, GBB, Group Blessing Business, je sais qu'en tant que businesswoman, il y a la douane qui est là. Si la douane peut se prévaloir et dire que le travail n'est pas bien fait, là je vais accepter. Parce que moi personnellement, je ne pense pas qu'un journaliste peut connaître les calculs douaniers. Même moi, en tant que commerçant déclarante en douane, je n'ai pas la maîtrise. Puisque c'est un domaine qui est strictement réservé aux douaniers. C'est eux qui ont fait ces études-là. Nous nous présentons avec la marchandise et le douanier apprécie. Comme ça se dit toujours, la douane se négocie. Vous pouvez payer la douane jusqu'à 60% du prix prévu et l'État congolais le reconnaît. Et j'ai toujours travaillé. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un travailler, il faut chercher à créer des alertes. Et Dieu nous a un peu donné l'opportunité d'être à côté des grands juristes. Et il y a des infractions qui sont en train de se faire chaque jour. Que la pauvre population, étant à l'ignorance, ne sait pas démasquer ces infractions. Mais nous, étant avertis, nous savons que tel travail, c'est tel qui doit le faire. Je serais mal assise si je vois un policier venir me demander un document de la douane. Ce serait incohérent qu'un policier vienne me demander un document de l'OCC, à l'OCC de prendre ce document parce que lui, c'est lui qui l'a établi et c'est lui qui peut le lire. Au douanier de prendre son document, c'est lui qui l'a établi, c'est lui qui peut le lire. Mais que vient faire un policier dans l'action du douanier? Il est dit que le douanier, s'il se sent menacé, il peut faire recours à la police. Mais si le douanier ne se sent pas menacé, comment va-t-il faire le recours à la police? En passant, j'étais en train de parler avec le directeur provincial de la DGDA qui m'a dit, maman, c'est impossible
Même dans les sacs de riz, est-ce qu'on peut trouver les armes? Vous voyez un conteneur de riz qui est en train de descendre. Les gens de l'ANER sont en train de venir pour essayer de voir est-ce qu'il peut y avoir des armes là-bas. Le chef de l'État a parlé à plusieurs reprises. Nous ne voulons pas de la tracasserie. Il a rejeté tous les services. Et je vous dirai qu'il y a au moins 16 services au niveau de Gagnac, alors que le chef de l'État n'en a reconnu que 4. Mais aujourd'hui, il y en a 16. Et si quelqu'un peut s'élever pour défendre cette cause, on est en train de dire, vous êtes en train de maltraiter la population. Quelle population on est en train de maltraiter? Le gouvernement ne nous a pas donné des fonds. Nous, ici au Congo, on n'a même pas de crédit, puisque un commerçant, s'il prend un crédit, il est dévoué à l'échec. Puisque les pourcentages qu'on donne pour les crédits, aucun commerçant ne peut y arriver. On va te donner un pourcentage de 3,5. Mais le bénéfice aujourd'hui, c'est validé, c'est 1 ou 2%. Alors, si tu prends les crédits, tu es directement obligé d'entrer en faillite. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui tous les gens qui ont pris peut-être les crédits au niveau de certaines banques, on les arrache et les maisons et leurs biens. Pourquoi? Puisque le taux d'intérêt est élevé dans notre pays. C'est-à-dire la pauvre population est en train de se suffire sans l'appui du gouvernement, aller chercher la marchandise, revenir. Alors qu'on est en train de parler des détournements, des millions et des millions de dollars, ces gens-là ne sont pas tracassés comme la pauvre population qui se débat pour nourrir sa petite famille. Comme la pauvre population qui peut se débattre avec un capital de 200, 300, 500 dollars. Il faut que tous les services soient là-bas pour vraiment les mettre mal à l'aise. Et il est même préférable. Les gens préfèrent aujourd'hui, nous sommes en train de voir les gens aller importer les jus en Zambie, les tomates en Zambie, des histoires banales dans des pays voisins, alors qu'on peut le faire ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Puisque tous ces grands boinas qui peuvent ouvrir des entreprises ici, ils ont peur d'ouvrir des entreprises ici, puisqu'il y a trop de tracasseries. Quelqu'un est en train d'ouvrir une société ici et c'est tout le monde des services incontrôlés et c'est même difficile de gérer la chose. Alors, si aujourd'hui, avec tout le respect qu'on a toujours donné, puisque nos numéros sont des numéros populaires, tout le monde peut t'appeler. Je ne demande même pas, toi tu m'appelles d'où, tout le monde peut t'appeler. On a ce privilège de répondre. Mais vous pouvez voir comment est-ce que notre population est en train de nous récompenser. Après ces durs services que nous sommes en train de faire sans l'appui du gouvernement. Rien ne nous est donné. Mais nous sommes en train chaque jour de faire entrer de l'argent au niveau de la frontière. Si tu regardes dans mon bureau, j'ai je peux dire même 1000 documents de la douane. Et dans des pays développés, on devait même me faire une ristourne parce que j'ai beaucoup travaillé pour ce pays. Mais dans notre pays, au lieu d'encourager la femme qui a pu travailler malgré les conditions, on essaie toujours de chercher à affaiblir. Et tu verras derrière tout ça, il y a une même politique pour chercher à vous déstabiliser. On a cité personne, mais on connaît bien l'histoire du